En l'absence de Madame Godin, alors je ne sais pas si elle y verra ombrage, mais je crois qu'elle va arriver peut-être un peu plus tard. Moi, je propose d'exposer ces différentes délibérations. La première, donc, c'est une délibération, j'allais dire classique, même si on va revoir après, par la délibération suivante, les conditions d'attribution de cette aide. Donc, il s'agit, dans les dispositifs réglementaires tels qu'ils avaient été adoptés en décembre 2014 et par les délibérations 347 et 220, donc il s'agit d'individualiser des crédits auprès de 4 investisseurs qui ont procédé donc à des rénovations de vitrines pour lesquelles donc il aura été appliqué, compte tenu des barèmes en vigueur, 10% de subvention du montant total de leurs travaux. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, donc c'est la reconduction donc, du protocole d'accord d'aide à la rénovation des vitrines, pour lequel, cette fois-ci, il est proposé un passage, une extension sur l'ensemble du territoire communal de l'aide à 30% du montant hors taxe des travaux qui sont subventionnables, et cela plafonné à 5 000 €. Donc c'est un dispositif qui va permettre de bonifier d'une certaine façon et qui va permettre de mieux accompagner sur l'ensemble du territoire communal donc les commerçants et artisans indépendants propriétaires de leurs locaux de façon à ce qu'ils puissent s'engager dans un dispositif de rénovation de leur vitrine commerciale. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes d'explication? Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, donc c'est la reconduction du protocole d'aide à la rénovation du mobilier de terrasse et d'étalage pour l'année 2016. Vous avez d'ailleurs sur vos tables, vous avez la charte d'occupation du domaine public pour les commerces. Pourquoi? Parce que vous savez que la ville de Cherbourg-Octeville possède un patrimoine architectural et urbain qui est de très grande qualité, donc qui a fait d'ailleurs l'objet d'un inventaire, et cet inventaire est extrêmement significatif. Et bien évidemment, la préservation et la mise en valeur permettent d'offrir aux habitants et aux visiteurs un environnement urbain le plus agréable. Bien évidemment, les commerces, les étalages, les terrasses contribuent à l'attractivité de notre ville. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une grande partie de notre ville qui se trouve en espace protégé. Et dès qu'il y a un investissement qui puisse se faire, y compris l'occupation du domaine public, eh bien, notre architecte des bâtiments de France a un avis à émettre. D'autre part, vous savez aussi qu'en termes d'image, il faut qu'il y ait une certaine convergence ou une certaine congruence entre les différents éléments, que ce soit le mobilier urbain, que ce soit les espaces publics, et puis d'une certaine façon ce que pourrait être amené à y apposer ou y déposer les différents professionnels. C'est dans ce cadre, donc, pour tenir compte de cette volonté à la fois d'être en convergence par rapport à la qualité des espaces publics, mais aussi en conformité avec les souhaits et les désirs de l'ABF, que nous avons mis en place, que nous mettons en place, donc, une aide au renouvellement du mobilier de terrasse et des étalages. Donc cette aide, elle est de 30% du montant hors taxe des dépenses, et ça, nous souhaitons bien évidemment l'étendre à l'ensemble du territoire de notre commune, et ça comprend bien évidemment l'achat de mobilier, l'achat et la pose de stores, l'achat de végétaux, et même les chevalets porte-menus et le mobilier d'étalage. Donc cette délibération donc, accompagne de façon significative les différents intervenants qui sont concernés par l'occupation du domaine public. J'ai une demande de parole. Madame Roosevelt. Oui, donc moi j'avais juste une petite interrogation, parce que quand on lit les prescriptions générales en matière d'esthétisme, on parle de l'utilisation de seulement 2 couleurs au maximum. Voilà. Et d'une seule unité de style retenue. Alors je me pose la question, dans quel cadre rentre ce qui a été fait dans les rues piétonnes? Ce qui a été fait dans les rues piétonnes, tout simplement, au sol. Parce que là, on est loin des 2 couleurs, hein, quand même. Oui. C'est juste une petite interrogation.
C'est une interrogation. Enfin, ce qui a été fait, dans les rues piétonnes a été fait, je veux dire, en conformité, notamment avec celui qui a conçu d'une certaine façon les rues piétonnes et le même qui a conçu les espaces publics d'une certaine façon. Donc voilà. Après, on conçoit tout à fait qu'à partir du moment où il y a des rues qui sont d'une certaine façon colorées, peut-être que l'architecte des bâtiments de France qui nous a aidés à élaborer cette charte d'occupation du domaine public, et je crois, je ne sais pas si elle a été validée également par M. Renaudy, fait que voilà, il faut qu'il y ait une harmonie, une congruence d'une certaine façon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est pas parce que, je veux dire, des couleurs, il y en a partout dans la ville. Oui, des couleurs, justement. Il y en a partout. Donc, et à un certain moment, l'urbaniste ou l'architecte des bâtiments de France se dit, ben voilà, les couleurs, on va plutôt les concentrer sur tel endroit ou sur tel autre, et en complément de mobilier urbain, pour éviter, très honnêtement, on ne va pas citer des marques, mais vous savez très bien que vous avez beaucoup de mobilier de terrasse qui est sponsorisé par des marques, ce qui est tout à fait normal et légitime, que ces marques, elles aiment bien la couleur. Donc, à un moment donné, si on ne veut pas avoir du mobilier de terrasse qui soit comment dirais-je, disons-le clairement, de mauvais goût, eh bien, il faut inciter, et on prend en charge d'ailleurs le surcoût avec les 30%, donc les différents professionnels à se doter de quelque chose qui soit qualitatif. Et donc, au départ, quand le projet peinture au sol a été mis en place, c'était pour une durée très limitée de 2 ans ou 3 ans maximum. Donc là, je pense qu'on ne devrait pas tarder à y être. Donc, dans le cadre de la réflexion du quartier et de l'harmonie du quartier... Je vois que le combat contre la colorisation des rues piétonnes ne perd pas chez vous de son ardeur. Je trouve que l'harmonisation du centre-ville, c'est hyper important pour le commerçant, en général. Et que pour avoir une ville jolie et attractive, il y a des choses où il ne faut pas passer à côté. Donc là, vous avez mis énormément d'argent dans le quartier des Hélices pour la future passerelle, pour que ça soit esthétique au niveau de la place du théâtre. Et là, quand on arrive dans les rues piétonnes, on se demande un petit peu où on arrive. Mais bon, après, vous connaissez toujours ma position sur le sujet. Voilà, tout à fait, oui. Mais et je voulais savoir ça s'appelle. Non, mais ça s'appelle. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous que en ce qui concerne donc la colorisation des rues piétonnes, on a dit que ça avait vocation à assurer une soudure jusqu'à des projets ultérieurs. Ceci dit, après, comme le dit le dicton, les goûts et les couleurs, c'est quelque chose qui s'apprécie de façon différente, en fonction, on le voit très bien, hein, on le voit très bien dans les tendances, on le voit même d'ailleurs dans les illuminations de Noël et dans les guirlandes de Noël, on voit l'évolution des goûts et des couleurs, on revient sur des choses qui sont plutôt maintenant dans les nuances de gris, dans les blancs lumineux, etc., etc. Mais ça, c'est des effets d'une certaine façon, je ne veux pas dire des effets de mode, mais en aucun cas, au contraire, il s'agit, et c'est pour ça qu'on travaille de façon très professionnelle et qu'on met en place une charte d'occupation, de façon à ce que tout ça soit cohérent, et cette cohérence, elle nous est apportée alors par des gens qui sont des urbanistes, qui sont des architectes, sur lesquels on peut d'une certaine façon contester leurs décisions, mais on ne peut pas dire, entre guillemets, qu'elles soient complètement incongrues. Enfin, c'est mon opinion, j'ai tendance à faire confiance. Voilà, alors pour revenir au cœur de la délibération, est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Voilà. Pour ajouter quelques éléments sur les rues piétonnes, je parle sous contrôle de Geneviève Gosselin-Fleury, mais bien évidemment cet aménagement a vocation à être temporaire. Aujourd'hui, je pense que chacun autour de cette table peut s'accorder pour dire qu'engager des travaux de réflexion qui s'annoncent extrêmement lourds dans les rues piétonnes, hein, Michel Louiset pourrait le dire, notamment concernant la réflexion des réseaux, comme nous pouvons le faire sur les rues de la Paix et rue de l'Union, ça reviendrait à fragiliser et véritablement mettre en danger les commerces du centre-ville historique. Ils n'en ont pas besoin actuellement, bien au contraire, et nous ont tout pour les soutenir. Nous avons déjà délibéré lors du conseil précédent, notamment sur la question du stationnement, encore aujourd'hui sur la réflexion de vitrine. Donc voilà, aujourd'hui, se lancer dans des travaux aussi massifs, aussi importants, ce serait véritablement fragiliser les commerces situés dans les rues piétonnes. Il y a déjà un
premier phasage qui a été réalisé avec la place de Gaulle, la place Jacques-Hébert. La passerelle viendra créer le lien entre les deux nouveaux espaces publics de qualité. Je pense qu'on peut écouter les échos qu'il y a autour de nous concernant notamment les jardins de la Divette. C'est une vraie satisfaction de pouvoir profiter maintenant de ces espaces, également du skatepark. Donc voilà, c'est ne pas les fragiliser plus qu'ils ne le sont déjà. On le voit pour les rues de la Paix, rue l'Union. Il y a une concertation avec les commerçants présents dans ce secteur. Christian Catherine y a participé, Michel Louiset également, Geneviève Gosselin-Fleury en tant que vice-présidente de la communauté urbaine de Cherbourg aussi. On a pu s'accorder sur un phasage extrêmement précis, sur les différentes interventions, puisque nous ne sommes pas les seuls concernant notamment les réseaux à intervenir, bien évidemment, afin d'entraîner une gêne la moins contraignante possible pour les commerçants. Voilà, c'est vraiment le souci de préserver le commerce local et aussi de réfléchir à un phasage cohérent des aménagements urbains du centre-ville. Madame Roosevelt, je vous laisse la parole. Encore une fois, je pense que la difficulté à laquelle font face les commerçants en ce moment sont dues, on est tous d'accord, les modes de consommation ont changé dans un premier temps. Ceci dit, je pense que c'est quand même un problème de priorité au niveau de ce qui a été fait. Avant d'entamer des quartiers et de faire une réflexion de quartier, je pense qu'il y avait quand même des priorités, c'est-à-dire le centre-ville, qui est le centre historique, parce que là, on se retrouve avec une incohérence complète entre ce qui est fait maintenant autour de la place de Gaulle et ce qui se passe concrètement dans les rues piétonnes. La rue du commerce n'a de commerce que le nom. Voilà. Donc, oui, il y a une difficulté et des travaux supplémentaires en centre-ville pour refaire les rues piétonnes. Ça va peut-être pas forcément aider tout le monde, mais je pense que la base du problème, elle n'est pas là. La base du problème, c'est que le gâteau, entre guillemets, n'est pas extensible, qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, et qu'avant d'aller faire des choses de l'autre côté, il fallait surtout prioriser ce qui était déjà en place. Voilà, ça c'est notre avis en tout cas. On peut, enfin, Geneviève Gosselin. Alors. Pardon. Ça ne touche à rien, Geneviève. Donc, juste pour rappeler qu'à l'époque, quand il s'était agi d'engager des travaux dans le centre-ville, ça a été fait à partir d'abord d'une vue globale et d'un découpage en plusieurs tranches de la possibilité des travaux, et que toutes les décisions qui ont été prises toujours en associant les commerçants. Et le choix qu'ont fait les commerçants, c'était qu'on commence par la place de Gaulle, et que pour les rues piétonnes, il n'était pas question pour eux qu'on engage des travaux lourds qui nécessitaient, parce qu'au départ, ce qu'on souhaitait faire, c'est juste refaire une couche sur le sol. Or, les services techniques de la communauté urbaine nous avaient expliqué que juste faire une couche, ça allait sans doute dégrader les réseaux, et que donc les commerçants ne souhaitaient pas qu'on se mette à faire des travaux lourds avec des changements de réseau dans les rues piétonnes, ce qui allait fortement perturber leur activité. Donc ce sont eux qui ont fait le choix avec les habitants du centre-ville dans le cadre des réunions de concertation qu'on avait menées avec Bernard Cazeneuve pour que ce soit d'abord la place de Gaulle qui soit faite en priorité et un traitement ponctuel qu'ils avaient choisi eux aussi avec l'architecte Renaudy dans les rues piétonnes. C'est juste pour rappeler et refaire l'historique. Voilà, tout à fait. Merci Madame Gosselin-Fleury de nous apporter ces précisions sur la genèse du projet et de nous rappeler aussi que la cohérence, parce que c'est le même architecte urbaniste qui à la fois fait la place de Gaulle et a proposé cette solution sur les rues piétonnes. Juste pour dire un petit mot, parce qu'on va en parler encore peut-être par la suite, mais sur le commerce, on est en train d'élaborer, nous, suite aux assises du commerce qui sont tenues de mémoire le 12 octobre dernier. Donc on est en train de travailler sur un plan d'action avec 25 actions qui ont été soumises d'ailleurs à la Chambre, au président de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers lundi dernier. 25 actions donc, qui concernent l'amélioration du stationnement, l'accessibilité, la propreté, la dynamisation de la vie commerciale et la résorption des locaux vacants. Donc ce plan d'action sera proposé donc, aux représentants des commerçants dans le début du mois de janvier. Vous savez que quand on veut mener des politiques, ça va permettre de faire la transition avec la délibération suivante. Eh bien, quand on veut mener des politiques, les exécutifs ont deux outils. D'un côté, la mobilisation par l'enthousiasme, mais ça a ses limites.
De l'autre, la mobilisation par la peur, ce qu'on appelle d'un côté l'incitation, et on a vu que le fait d'accorder 30% sur l'ensemble du territoire au ravalement de façade, c'est un outil d'incitation. Le fait de donner 30% pour accompagner cette charte d'occupation du domaine public, c'est extrêmement incitatif, mais aussi le deuxième outil, au-delà de l'incitation, c'est la dissuasion, ce qu'on appelle d'un côté la carotte et de l'autre côté peut-être le bâton. Eh bien, on vous propose pour la délibération suivante donc d'instaurer donc une taxe annuelle sur les friches commerciales. Alors cette taxe, donc, c'est une taxe qui correspond donc aux dispositions du Code général des impôts. Elle est due donc pour les biens qui ne sont plus affectés à une activité donc entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises, et cela depuis au moins 2 ans au 1er janvier. Donc elle est acquittée par le redevable de la taxe foncière. Donc il est proposé de fixer ce taux, puisque les collectivités ont une latitude pour fixer le taux de cette taxe foncière, donc à 10% la première année, 15% la deuxième et 20% selon les dispositions du Code général des impôts. Donc l'objectif de cette taxe, elle est bien évidemment de dissuader les propriétaires de laisser des locaux commerciaux à l'abandon, ce qui nuit bien évidemment à l'attractivité du commerce de centre-ville et des quartiers. Donc elle constituera une incitation forte à la remise sur le marché de locaux commerciaux. Elle permettra donc de lutter contre les phénomènes de rétention foncière qui sont, je le dis bien, délibérés. Donc il convient d'indiquer que le délai de vacances de 2 ans ne visera pas ce qu'on appelle des vacances frictionnelles, c'est-à-dire le temps de la remise sur le marché de cases commerciales qui peuvent être observées. De même, cette taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation du bien est indépendante de la volonté du contribuable. Alors cette indépendance de volonté du contribuable, elle peut s'apprécier au regard de différents critères. Il peut y avoir des litiges, notamment, qui font que le bien est gelé d'une certaine façon. Il peut y avoir des problématiques de travaux, de mise aux normes, qui fait que comment dirais-je, ce bien ne peut pas non plus être remis sur le marché. Et puis aussi, eh bien, le contribuable peut, à la justification de bons de visite, de démarches qu'il entreprend lui-même, de réalité par rapport à un prix du marché, eh bien, démontrer qu'en dépit des efforts qu'il a déployés, eh bien, ce local ne peut pas ou ne trouve à l'heure actuelle pas preneur. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un signal que nous donnons, c'est un signal fort, c'est plus, je dirais, un avertissement qu'une décision. Pourquoi un avertissement plus qu'une décision ? Parce que cette décision, si nous la prenons, ou moins cet avis, si nous le prenons, ne pourra pas avoir effet en 2016, il ne pourrait avoir effet en 2017. Il ne vous a pas échappé également que nous passons au 1er janvier 2016 en commune nouvelle, donc ça sera à la commune nouvelle de se prononcer, même si à l'heure actuelle, parmi les constituants de cette commune nouvelle, une autre commune, celle de la Glacerie, pour ne pas la nommer, a pris une décision qui est une décision équivalente. Donc voilà, donc c'est un signal que nous voulons donner aux différents propriétaires qui seraient d'une certaine façon, qui manqueraient de dynamisme dans la remise sur le marché de leurs locaux commerciaux. Monsieur Marguerite. Je vous remercie. Une remarque, une question, une remarque pour vous préciser que nous allons nous abstenir sur cette délibération, non pas tant que nous nous opposions au principe d'une taxe supplémentaire sur des locaux durablement vacants, mais parce que cette politique, de notre point de vue, est purement défensive et exclusivement défensive. Parce que ce qui m'amène d'ailleurs à la question que je voulais vous poser, c'est quel est aujourd'hui, pouvez-vous nous en dire plus, quel est le taux de vacances aujourd'hui? Est-ce que vous avez des précisions sur ce chiffre? Est-il en évolution? La cote d'alerte est-elle atteinte? Pour répondre clairement, oui ou non, la cote d'alerte est-elle atteinte, sachant que nous avons bien observé que la cote d'alerte, selon vous, augmentait au fur et à mesure que le taux de vacances lui-même augmentait. Cette fois-ci, la cote d'alerte, peut-on dire, à Cherbourg, en ce qui concerne le taux de vacances, est-elle atteinte? Je n'ai pas les derniers chiffres, mais ils seront peut-être publiés, parce qu'en principe, tous les ans, donc c'est un travail partenarial qui est fait, enfin un travail, quand je dis un travail partenarial, c'est un travail qui est fait avec la Chambre de commerce et d'industrie dans le cadre d'une démarche globale partenariale où chacun, en fonction de ses compétences, mène un certain nombre d'actions. La Chambre de commerce et d'industrie, chaque année, fait une enquête qui est une enquête extrêmement exhaustive sur le taux de vacances
dans les différents quartiers et rue par rue. C'est un travail très exhaustif. Donc moi, je n'ai pas les réponses sur la situation, parce qu'en règle générale, tant qu'ils m'en souviennent, les fêtes plutôt fin novembre ou quelque chose comme ça, octobre-novembre. Donc moi, je n'ai pas les résultats de la Chambre de commerce. Ils seront publiés. On communiquera dessus, comme ils sont d'ailleurs souvent... dans le cadre de l'Observatoire économique de la CCI, publics à la fois sur le site internet, ils font l'objet d'articles de presse. On aura l'occasion de réagir par rapport à tout ça. Vous dites que c'est une politique défensive. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des atouts. Il y a des atouts d'incitation, il y a des atouts d'une certaine façon de coercition. Et à partir de ce moment-là, donc, il faut voir de façon globale les actions que l'on peut mener en lien, bien évidemment, avec la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, en faveur de la revitalisation du commerce, et notamment du commerce de centre-ville. Je peux prendre d'engagement, puisqu'en principe, on ne peut pas affecter des dépenses, enfin des recettes, pardon. Mais on le sait très bien que des villes qui ont instauré ce type de taxes prennent des engagements de remettre le produit, d'une certaine façon, de cette taxe au service du dynamisme commercial. Ça finance parfois des managers de centre-ville. On sait qu'on a besoin d'un manager de centre-ville qui fasse notamment l'interface entre les cases commerciales vacantes et éventuellement des enseignes nationales qui pourraient s'y implanter ou des porteurs de projets. On a la chance sur Cherbourg-Octeville d'avoir une structure qui s'appelle Créatech qui accueille des porteurs de projets. Ces porteurs de projets, si on ne fait pas d'intermédiation entre les propriétaires, alors c'est parfois le rôle, il ne faut pas se substituer non plus aux agents immobiliers, aux notaires, aux professions pour qui c'est le métier, mais on voit très bien que parfois il manque des personnes qui vont faire de la mise en relation entre à la fois une offre immobilière disponible et éventuellement des projets qui pourraient s'implanter. Monsieur Marguerite, et puis ensuite, monsieur Arrivé. Simplement, donc, pour savoir, alors quelle est selon vous la cote d'alerte? Est-ce qu'elle est à 10%, à 15%? Moi, je suis pas le spécialiste. Parce que vous disiez 10% pendant les municipales. Du commerce, je ne suis pas le spécialiste. Je veux dire, après, quand on dit le spécialiste, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un chiffre particulier? Alors, c'est très compliqué, c'est très compliqué, il faut être prudent. Il faut être prudent, faut être très prudent, parce que vous avez des locaux qui peuvent être identifiés comme des locaux vacants, mais qui en réalité ne peuvent pas être remis sur le marché pour des raisons. Mais on en connaît, on ne va pas citer les noms parce que je pourrais vous le dire en aparté, mais on a un certain nombre de locaux pour lesquels, alors soit il n'y a pas la volonté du propriétaire qui s'en désintéresse complètement, parce que dans sa gestion patrimoniale, il considère que ce n'est pas une de ses priorités, et que après tout, voilà, on a parfois, et je l'ai dit, des litiges sur des successions, et vous savez combien les successions sont parfois dures et longues à régler, et pas qu'en Normandie. Et puis aussi, vous avez aussi des locaux qui malheureusement ne sont plus du tout adaptés, même s'il y a encore la volonté du commerçant ou du propriétaire de le remettre sur le marché, mais quand on fait des visites, on se rend compte qu'elles ne sont plus du tout adaptées parce qu'elles ne sont pas en accessibilité handicapée, parce que le local est beaucoup trop exigu pour une activité, ou parce que parfois, alors c'est aussi, on a des loyers qui demeurent exorbitants. Enfin, qui demeurent exorbitants, il faut être très prudent, qui demeurent élevés au regard des activités qui pourraient s'y implanter. Beaucoup raisonnent en termes de rente foncière, alors que maintenant on a plutôt tendance à raisonner en termes de taux d'effort. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'en règle générale, le loyer ne doit pas dépasser 8 à 10% du chiffre d'affaires escompté. Grosso modo, quand vous avez, et je l'ai vu, parce que moi aussi je vais assez souvent en ville, et j'aime bien passer un peu de temps pour regarder les vitrines des agents immobiliers, mais quand vous avez un local de 150 mètres carrés qui est situé en centre-ville avec un loyer de 4 500 € par mois, il faut générer un chiffre d'affaires de 675 000 € par an. Bon, voilà, je prends ma calculette à chaque fois, je me dis, tiens, etc., etc. Donc, ce qui veut dire que sur 150 mètres carrés, pour générer un chiffre d'affaires de 675 000 €, eh bien, il faut avoir une activité qui soit génératrice de valeur ajoutée. Et on voit très bien, que ça limite considérablement la taille du marché et éventuellement des porteurs de projets. Oui, simplement, monsieur le maire, vous disiez pendant la campagne que la cote d'alerte était à 10% lorsque le taux de vacances était à 9%. Et l'an dernier, quand il était à 13%, vous disiez que la cote d'alerte était à 15%. C'était pour m'interroger sur le fait si la cote d'alerte, selon vous, allait monter au fur et à mesure que le taux de vacances augmentait. Et je vous reprécise donc que nous allons nous abstenir, puisque de notre point de vue, les mesures incitatives de la municipalité sont trop faibles au regard de ces mesures défensives. Et je mets bien évidemment à part le travail considérable qui est fait par l'Union Cherbourg Commerce. Tout à fait. Monsieur Arrivé.
Oui, quelques mots de complément, monsieur le maire, par rapport aux éléments que vous venez d'apporter. Alors effectivement, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais la problématique des commerces vides dans l'hypercentre, comme dans beaucoup d'hypercentres malheureusement en France, avec des chiffres qui ont tendance effectivement à augmenter, elle est multiple. Et je pense que la ville, l'objectif de la ville, en tout cas le souhait qui est le nôtre, c'est bien sûr de travailler sur plusieurs paramètres. Et vous évoquiez tout à l'heure ce qui sera présenté prochainement suite aux assises du commerce. Alors les paramètres, on les connaît, il y a effectivement l'incitation, mais il y a aussi un certain nombre de mesures à prendre, et les délibérations précédentes en termes d'aide aux vitrines ou de ravalement de façade sont aussi un exemple de ce que la ville peut apporter, en tout cas peut inciter. Il n'en demeure pas moins que sur l'aspect des locaux, de certains locaux commerciaux, je pense qu'il faut distinguer le propriétaire qui ne peut pas faire de travaux ou qui n'arrive pas à louer, et puis de certains propriétaires, et on a quelques exemples en tête, qui veulent ni vendre, ni louer, ni faire de travaux, ou comme vous l'indiquez, monsieur le maire, qui n'acceptent pas de baisser le prix du loyer, quitte à refuser, comme on l'a connu il y a peu, quitte à refuser des locataires, puisqu'effectivement il y a une relation entre le prix du loyer et la valeur intrinsèque de l'immeuble, en tout cas, ou le prix auquel l'immeuble peut être vendu. Donc on a donc certains propriétaires qui font absolument aucun effort pour remettre le patrimoine en location, et qui en même temps ne veulent pas vendre leurs biens. Donc moi je crois que c'est en agissant sur un ensemble de critères et un ensemble de mesures tous ensemble qu'on pourra faire progresser les choses. Et cette taxe, dont nous aurons encore une fois l'occasion de rediscuter, peut apporter une réponse en direction d'un type particulier de propriétaire et apporter des solutions sur la ville, comme nous avons pu constater d'ailleurs, mais nous avions débattu à l'époque au Conseil de Cuques, que l'opération Tirori que nous menons actuellement sur une douzaine d'immeubles en centre-ville, toujours pour agir sur des immeubles dont les propriétaires, de la même façon, ne souhaitaient ni vendre ni faire de travaux, eh bien on voit que ces mesures non pas défensives mais incitatives portent ses fruits, puisqu'on sait déjà que dans le cadre de l'opération Tirori, les choses semblent avancer enfin, grâce à l'opération Tirori qui a pu être mise en place dans le cadre de la loi Duflot. Donc je crois bien que c'est en agissant sur l'ensemble de ces paramètres que l'on pourra faire avancer. Mais vous le savez, monsieur Marguerite, que la problématique des commerces ou des locaux non entretenus est bien plus complexe qu'on pourrait le croire au premier abord. Voilà, je propose d'en rester là et de soumettre aux voix cette délibération. Donc, qui s'abstient? 9. Qui vote contre? Donc, délibération adoptée. La délibération suivante, c'est une délibération qui a dû vous être remise sur table, je crois, qui concerne l'ouverture des commerces le dimanche. Je vais parler là aussi sur le contrôle de Benoît Rivet, qui a animé ici dans ces salons de l'Hôtel de Ville une réunion de concertation. On aura l'occasion d'en reparler. Donc vous savez que la loi dite loi Macron, loi croissance, activité, égalité des chances économiques, donc cette loi du 6 août de 2015, donc, a modifié le Code du travail, donc on est bien au titre du Code du travail, et qui permet au maire d'accorder une autorisation d'emploi des salariés dans le commerce de détail le dimanche, dans la limite de 12 dimanches par an au lieu de 5 auparavant. Donc chaque salarié percevra, s'il travaille le dimanche, une rémunération qui sera égale au double de la rémunération normalement due, et puis également il bénéficiera d'un repos compensateur équivalent en temps. La dérogation au repos dominical doit être accordée, ça c'est important, de façon collective par branche de commerce de détail. Donc il y a des possibilités de segmenter, et elle doit s'appuyer sur des demandes écrites qui émanent des entreprises de la commune. Il est rappelé également, ça c'est une disposition importante et qui n'avait pas été, comment dirais-je, soulevée lors des débats de la loi, et on s'aperçoit que dans son application, elle est assez restrictive, notamment pour ce qui concerne les surfaces alimentaires, donc pour les commerces de détail alimentaires dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés, donc soit les supermarchés, les hypermarchés, parce que les jours fériés travaillés, vous savez, les jours fériés seront déduits des dimanches du maire dans la limite de 3 par an. Les jours fériés, vous les connaissez tous, c'est
le lundi de Pâques, le 8 mai, le 14 juillet, parfois le 1er novembre et le 11 novembre. Donc à partir du moment où ces grandes surfaces sont ouvertes à ces jours fériés, elles viennent en déduction dans la limite de 3 des journées qui sont accordées par le maire. Ensuite, donc, outre bien évidemment la consultation obligatoire des organisations d'employeurs et de salariés, l'arrêté municipal donc, doit faire l'objet d'une concertation préalable en consultant donc, le conseil municipal, et c'est bien l'objet de cette délibération. Et puis également, donc, on aura l'occasion d'en délibérer donc, au prochain conseil de communauté urbaine, puisque l'établissement public de coopération intercommunale, dont la commune est membre, doit également avoir un avis, et avis qui doit être conforme. Donc, pour l'année 2016, et c'est ce qui justifie un peu notre délibération de ce jour, un arrêté doit être pris avant le 31 décembre 2015, afin de désigner donc, ces dimanches pour lesquels le repos hebdomadaire serait supprimé. La ville, donc, nous avons reçu donc, courant novembre des demandes d'ouverture. Donc, il y a eu 14 dimanches qui nous ont été proposés par les différentes enseignes et différents commerces. Nous avons donc saisi donc, les organisations syndicales de salariés et les syndicats professionnels par courrier. Également, et j'y faisais allusion tout à l'heure, donc une table ronde a été organisée le 9 décembre par le président de la communauté urbaine, à la fois en présence des maires, des organisations syndicales et des associations de commerçants pour échanger à la fois sur le sujet, puis essayer de constituer une liste dans un souci bien évidemment d'équilibre et de dynamique collective, tout en prenant compte les spécificités de chaque territoire. Alors, on peut segmenter, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté, on s'est rendu compte que sur la ville de Tour-la-Ville, il y a une particularité avec les concessions automobiles, donc elles peuvent avoir des ouvertures qui soient différentes parce qu'elles sont sur un secteur particulier que les commerces qui sont, eux, plus généralistes. Cette consultation, donc, débouche sur, comment dirais-je, une proposition qui est faite, celle d'ouverture de 6 dimanches pour l'année 2016, donc qui serait le dimanche 10 janvier, qui est le premier dimanche des soldes d'hiver, le dimanche 26 juin, qui est le premier dimanche des soldes d'été, le dimanche suivant, qui est le 3 juillet avec le passage du Tour de France, et puis également, comme cette année, et qui ont connu, il faut le reconnaître, un grand succès, donc les 3 dimanches de décembre qui précèdent Noël, à savoir le 4, 11 et 18 décembre. Alors il y a un point particulier dans cette loi, également la loi Macron, qui nous oblige à également réfléchir sur la concomitance pour ces dimanches de l'ouverture des bibliothèques. Alors en raison de la création de la commune nouvelle, cette question ne pourra être abordée que pour l'année 2017. Donc on mènera donc une réflexion, je parle sous contrôle de Catherine Gentil, au cours de l'année pour voir s'il y a oui ou non opportunité d'avoir une concomitance des ouvertures de la bibliothèque avec des bibliothèques, dans le cadre de la commune nouvelle, avec celle des commerces les dimanches concernés. Monsieur Le Jamtel, vous avez la parole. Oui, c'est une délibération qu'on avait sur table, hein, c'est ça, elle n'était pas dans le... Tout à fait, oui. Oui, on va voter contre cette délibération. D'abord, tout ce qui est... notre groupe, on n'est pas favorable à la ville franchisée, à la ville néolibérale, enfin, tout ce qui peut donner lieu à des évolutions qui, selon nous, ne vont pas dans la bonne direction. Parce que d'un côté, on prône la modération, la COP21 vient de se terminer, et puis en fait, comme seul modèle de société, c'est la consommation, la consommation, la consommation, quoi. Donc déjà, ça, c'est un paradoxe qui nous interpelle. La loi Macron, bon, on ne va pas faire un débat politique ici, c'est le 49.3 qui a permis qu'elle passe, donc bon, le 49.3 ne correspond pas à la conception qu'on se fait d'une démocratie apaisée. Et puis voilà, et M. Macron, on le présente sans arrêt comme un moderne qui sait bouger les lignes et bousculer les équilibres. Bon, M. Macron, c'est ce que faisait Mme Thatcher il y a 30 ans, et on a vu quel genre de société a construite Mme Thatcher. Donc franchement, là, c'est une opposition résolue, politique. L'ouverture des magasins le dimanche, à une époque, les responsables qui sont autour de cette table, en tout cas certains, étaient défavorables à l'ouverture du travail le dimanche.
j'aimerais savoir par quel miracle de l'argumentation de M. Macron vous êtes désormais favorable à cette évolution sociale qui est une régression sociale, ni plus ni moins. Voilà. Ouais. Ok. Il y a d'autres interventions. Je peux apporter des éléments de réponse. Je peux vous dire que, alors, en règle générale, donc, on accordait voire 3, voire 4 dimanches. Là on est sur 6. Alors vous allez voir encore une preuve de pragmatisme, puisque la loi nous permet d'en avoir 12. Mais d'un autre côté, vous remarquerez que les grandes surfaces n'ouvriront pas plus. Parce que si on accorde 6 dimanches, les grandes surfaces ouvriront 3 jours fériés, et elles pensent qu'elles ouvriront 3 dimanches. Donc elles vont, elles aussi, être contingentées. Que d'une certaine façon, ces ouvertures, elles s'inscrivent dans une dynamique locale. Elles sont justifiées par des animations. Je pense notamment les animations de fin d'année, le Tour de France. Je pense aux animations qui pourront et qui devront être menées dans le cadre de ce premier dimanche d'ouverture des soldes d'hiver ou des soldes d'été. Donc on s'inscrit bien, même si moi aussi, hein, à titre personnel, j'ai des réticences d'une certaine façon sur une trop grande latitude d'ouverture le dimanche. Et je considère que dans l'année, dans la semaine, pardon, il faut avoir une capacité de pouvoir s'extraire de notre société de consommation. Là, sur les 52, on est à 12%. Je ne vais pas refaire un calcul de tête, c'est-à-dire sur les 6 sur 52, sur des périodes bien particulières, sur lesquelles il faut aussi reconnaître que la consommation contribue à dynamiser d'une certaine façon la croissance. Je parle sous le contrôle de certains élus qui ont rencontré notamment des commerçants au cours des semaines ou des jours derniers et qui, d'une certaine façon, se sont complètement satisfaits pour leur bilan de fin d'année, hein, des ouvertures dominicales telles qu'elles se sont produites dimanche dernier et le dimanche d'avant. Donc là aussi, il y a un curseur sur lequel il faut bien le positionner en tenant compte des avis des uns et des autres, en tenant compte des intérêts des uns et des autres, et le juste équilibre, notamment le consensus qui a pu être trouvé grâce à cette réunion de concertation donc, qui a été animée, je le disais, par le président de la communauté urbaine, eh bien, nous conduit à une position qui me semble, moi, équilibrée. Monsieur Marguerite. C'est une position que nous partageons, mais avec une cohérence en effet antérieure à la vôtre, puisque Monsieur Le Jean-Mtel pose une excellente question. C'est comment est-il possible de changer à ce point de vue sur une question aussi importante que l'ouverture le dimanche? Et parmi cette majorité, on entend encore des déclarations qui résonnent à nos oreilles de personnes totalement hostiles à ces évolutions et qui aujourd'hui semblent finalement s'adapter au nom du nouveau mot-clé de la majorité aujourd'hui, le pragmatisme qui, d'après vous, visiblement, consiste à changer de point de vue au gré des circonstances et des accords électoraux. Pas du tout. Le pragmatisme ne consiste pas à se renier, bien au contraire. Le pragmatisme consiste d'une certaine façon, dans une direction donnée, à tenir compte de son environnement pour pouvoir aller dans la direction auquel on veut aller, mais en aucun cas se renier. Monsieur Le Jeannetel. Monsieur François Hollande n'a pas donné le coup de pouce au SMIC. Bon, Monsieur Sarkozy ne l'avait pas fait pendant 5 ans. Lui, il fait pareil, il ne le fait pas. Donc, la consommation qui tire la croissance, la consommation par qui, quoi? C'est-à-dire que si à un moment donné, il n'y a pas de répartition différente des richesses produites, bon, ça complique les choses, quoi. Donc, même sur cet argument d'une ouverture plus fréquente des magasins le dimanche, de manière à favoriser la consommation, donc la croissance, c'est comme pour le débat sur les commerces de centre-ville. Les commerçants savent que lorsque la crise économique n'était pas celle que nous connaissons, il y avait davantage de dynamisme de centre-ville. Il y a quand même un lien entre le dynamisme d'une ville et le dynamisme économique. Donc, il y a quand même des paradoxes qui semblent logiques et même saisissants. Tout à fait, mais de favoriser la croissance locale. Et on sait très bien que quand on analyse les parts de marché, il y a de l'évasion, il y a d'autres formes de consommation. Et ce que l'on souhaite, c'est justement en lien avec ces animations, eh bien de pouvoir accompagner le développement, voire même parfois la survie d'un certain nombre de commerces dont on disait tout à l'heure qu'ils étaient en difficulté. C'est une des mesures, hein, c'est une des mesures que nous souhaitons prendre et qui est une mesure que nous qualifions d'équilibrée et de modérée. Monsieur Arrivé. Oui, simplement pour compléter ce que vous avez dit, Monsieur le maire,
et argumenter sur ces 6 dimanches, je dirais même les 5 plus 1, puisque le Tour de France, d'ailleurs, le Tour de France, lors de cette table ronde avec les commerçants, les organisations syndicales, a été mis un petit peu à part, puisque c'est un événement exceptionnel et nous n'aurons pas, malheureusement, je dirais, cet épisode tous les ans. Je ne reviendrai pas sur les 2 premiers dimanches qui concernent les soldes d'hiver et d'été. Effectivement, ce 3 juillet a été jugé comme étant un moment exceptionnel et nous espérons accueillir un maximum de visiteurs à Cherbourg en Cotentin ce jour-là. Il est donc intéressant que les commerces puissent ouvrir pour apporter un certain nombre de réponses, en tout cas à ces nombreux particuliers qui se déplaceront pour venir participer à l'événement. Ça me semble assez simple à comprendre, d'autant plus que la collectivité, comme vous le savez, au niveau local, mais aussi au niveau départemental et régional, monsieur le conseiller régional, participe de façon forte en termes d'investissement et de mobilisation de fonds publics pour faire de ce passage du Tour une réussite. En ce qui concerne les dimanches 4, 11 et 18, c'est une demande que moi je déconnecte aussi la grande distribution des petits commerces. On parlait tout à l'heure des difficultés du commerce de centre-ville. C'est une demande forte des commerçants de l'hypercentre, notamment des membres de l'UCC. C'est aussi pour nous, en accordant pour la 2e année consécutive ces 3 dimanches, aussi une marque de soutien que l'on apporte aux commerçants du centre-ville. Et j'invite chacun d'entre vous à discuter avec les responsables des boutiques qui confirment que les 3 dimanches liés aussi à l'animation de fin d'année et aux animations à laquelle aussi la collectivité participe financièrement, eh bien, amènent une animation en ville et du monde. D'ailleurs, on peut se croiser les uns et les autres et on profite tous, souvent seuls ou en famille, en tout cas des animations et des ouvertures de dimanche à l'approche de Noël. Donc j'ai aussi, moi, de façon pragmatique, et c'est aussi ressorti lors du tour de table, on déconnecte aussi, ou même certaines organisations syndicales déconnectent les dimanches de fin d'année d'un dimanche classique, puisque ça participe encore une fois à l'animation de la ville. Ça a été une table ronde plutôt fructueuse, et nous nous sommes engagés, et ce sera la fin de mon intervention, à organiser pour 2017, 2018, 2019 et 2020, en début d'année 2016, une nouvelle réunion de concertation avec les organisations syndicales pour essayer sur Cherbourg-en-Cotentin de signer un accord global, comme ça a pu se faire dans d'autres villes, avec un nombre de dimanches qui restera à déterminer. Pour cette année, effectivement, la loi nous obligeait à nous positionner avant le 31 décembre. C'est ce que nous avons fait en déconnectant une nouvelle fois, cette année 2015 des autres années à venir où nous trouverons un accord de façon globale en début d'année. Merci, Monsieur le Président de la Communauté urbaine. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Je propose de soumettre aux voix cette délibération relative à l'ouverture des commerces le dimanche. Donc, qui vote contre? 7. Qui s'abstient? Délibération adoptée.